Passons maintenant au volet vraiment orchestral. Alors, comme vous vous en doutez, c'est un domaine extrêmement vaste et on ne saurait en une vidéo aussi courte traiter de tout. Mais on va quand même pouvoir aborder avec une relative précision de deux dimensions, je pense assez représentatives de cette BO. C'est d'abord une pensée par strate et ensuite une pensée vraiment organique. La première, pensée par strate, permet vraiment de créer ce sentiment onirique, vraiment d'une superposition de plusieurs éléments qui ne sont pas forcément toujours sur le même plan. Par exemple, des harmonies qui vont se compléter, qui ne vont pas forcément être dans le même mode, la même orchestration non plus. Donc il va y avoir ce sentiment vraiment de décalage, de flou un petit peu artistique, hein, c'est le cas de le dire. Là où la pensée assez organique dans l'évolution vraiment du discours musical, des interventions, des éléments, des dialogues, des réponses, va donner vie véritablement au discours et va essayer d'insuffler cette fougue d'aventure, de jeunesse, de désir de retrouver, de renouer avec une part en fait d'enfance. Donc commençons avec la première pensée par strat, qui est donc celle de plans sonores en fait que l'on va dessiner, que l'on va construire. Et pour cela, ce que permet la musique de film assez facilement, parce qu'on a un tout petit peu plus de souplesse au niveau du mixage, c'est celle de l'alternance entre une musique symphonique et une musique chambriste. Symphonique par, pas forcément le volume, en fait, pas forcément fort, mais au moins la masse. C'est-à-dire que même triple piano, même double piano, donc c'est-à-dire une nuance très douce, il peut y avoir beaucoup d'instruments qui ouvrent en fait un espace. Et j'ai souvent recours dans cette BO comme prolongement de l'orchestre aux guitares électriques comme vraiment une extension des tenues de cordes et les ondes Martenot, l'un des instruments les plus anciens électroniques, hein, et des compositeurs comme Koechlin, comme Messiaen l'ont déjà utilisé en orchestre, comme une extension grave des contrebasses. À de nombreux moments, cela apporte cette sensation de lointain, à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps, une sensation assez nostalgique. C'est des guitares électriques, attention, pas du tout saturées. Au début, c'est un solo tout à fait différent, mais je parle vraiment de la guitare électrique que j'utilise en tant que tenue, vraiment très très éthérée, très lointaine. L'harmonica de verre a lui aussi un timbre qui évoque très facilement la nostalgie. Et avec un discours harmonique contrapuntique basé tout en dissonances différées, c'est-à-dire vraiment des dissonances qui sont en perpétuel renouvellement, à peine l'une est résolue qu'une autre s'est mise en place et donne l'impression d'un discours fleuve, cela évoque vraiment, dans l'épisode 3, le moment où Cynthia parle de son passé, un sentiment d'irrésolu, de perpétuel recommencement. La harpe est énormément utilisée aussi dans cette BO, alors au-delà de la typologie très évidente du merveilleux, c'est aussi un instrument de l'intime, et une diversité de modes de jeu qui n'a rien à envier aux cordes. Et à leur image d'ailleurs, je les utilise beaucoup en son harmonique, c'est-à-dire un son que l'on va utiliser en fait en effleurant la corde, qui va donc, là c'est physique, hein, mais on va enlever la fondamentale du son, c'est-à-dire ce qui va vraiment créer l'assise d'un son, mais qui va du coup faire sortir un son légèrement fantomatique, en fait dénaturé au sens physique du terme, mais beaucoup plus éthéré, beaucoup plus aérien. Et à la harpe comme au violon, ce sont des sons magnifiques. Le basson est énormément utilisé aussi, c'est un instrument d'une très grande stabilité et assise dans le grave, d'une noblesse dans le médium et très, très émouvant dans l'aigu parce qu'il a ce timbre assez étranglé, en même temps très vibrant, assez unique en fait, que seul le saxophone pourrait imiter. Notons pour les percussions que j'utilise assez souvent les tam-tams d'orchestre pour offrir une basse, non pas au sens harmonique du terme, puisque c'est une hauteur indéfinie, mais une basse timbrique très diffuse. J'en utilise trois de tailles différentes qui, même si elles n'ont pas de hauteur précise, ont tout de même un registre bien identifiable. Enfin, les cuivres seront très souvent utilisés en sourdine pour leur timbre feutré et aigre-doux, ou encore dans des nuances très faibles avec là encore des ressources oniriques remarquables. L'un des exemples les plus parlants dans cette BO sera sans doute le thème de Granny. Cela achève de compléter une palette orchestrale assez diverse tout au long de la série et qui permet donc d'épouser plus particulièrement les intentions d'une scène, les intentions d'une autre. Toujours dans cette pensée spatiale, hein, il y a deux effets particuliers qui sont vraiment beaucoup utilisés pour dépeindre cet onirisme-là, ce sont les effets de spatialisation, avec par exemple la pédalisation d'une note, pédalisation dans le sens d'une pédale de piano où la note va tenir. Donc on va créer une résonance artificielle. Par exemple, un instrument va créer l'attaque et un autre instrument va créer la résonance. On va pouvoir grossir la résonance d'un instrument en le doublant par un autre, mais qui va être situé par rapport à la scène un tout petit peu plus loin et donc remplir l'espace, ou être beaucoup plus imperceptible, créer une résonance qui va être plus lointaine que celle qu'un instrument serait capable de faire seul. Et aussi des effets de flou, en fait. Il y a beaucoup d'endroits où les instruments vont créer des espèces de glissements, des gestes ascendants, des gestes descendants. Ça peut être des fusées, ça peut être des guirlandes de notes, et qui par des couleurs ajoutées, des dissonances de surface,
ou des tenues très très douces, hein. Je pense au tremolo de marimba, qui en fait est un xylophone grave, hein. C'est un instrument en bois très étendu, et qui avec des baguettes douces va avoir quelque chose d'assez... c'est un équivalent de la clarinette chez les percussions, dans le sens où c'est un son très feutré qu'on aurait du mal à situer dans l'espace en fait. Quelque chose de très très feutré. Des cordes sul tasto, tasto c'est la touche, donc c'est-à-dire c'est l'endroit où on met les doigts, et en fait en mettant l'archet dans cette zone, on va avoir un son beaucoup plus feutré. Cela permet de complexifier la texture par le flou sans l'alourdir, en fait. Et ça, c'est très important à l'image. Mais quand il faut y aller, et il y a beaucoup de passages assez dynamiques dans la BO pour véhiculer soit ce que l'on voit, mais en général, tout est suggéré, donc c'est pour ça que la musique a fort à faire à le dépeindre. Je pense à l'épisode 1 quand le plan se met en place, au moment où les petits génies fixent en fait un écran avec un zoom très très lent, mais qu'on doit suggérer cette tension parce qu'il reste immobile. Donc la musique va créer le mouvement alors que l'image choisit de ne pas le faire. Et la musique va donc donner vie à ce discours et elle va être vraiment en complément de cette pensée par strat avec une pensée organique. Donc premièrement une substitution d'attaques, c'est-à-dire que certains instruments font les attaques et d'autres font les résonances, donc il y a cette complémentarité des instruments qui agissent vraiment comme un tout. Il y a ces questions-réponses, ces dialogues avec cette pensée de homme-instrument. Vraiment, un instrument parle, un autre répond, un autre renchérit et un autre complète, et un autre conclut. C'est le cas dans le repère des petits génies où on a les 4 bois, flûte, hautbois, clarinette et basson, qui ont chacun une cellule musicale, une phrase, et qui vont se compléter. On a aussi les nombreux solos, bien sûr, qui vont se détacher de la texture d'arrière-plan et venir s'exprimer comme un personnage au premier plan. Et bien sûr, des éléments générés en cascade, et ça, il y en a tout un tas d'exemples. Le générique est le plus marquant. Une attaque génère toute une tenue, ça génère un glissando de harpe, ça génère une interrogation des hautbois, ensuite la fusée des cordes, un saut d'humeur des cuivres, et enfin, après un appel de grosses caisses et de caisses claires, on a un touti flamboyant. Les deux passages véritablement d'action à la fin de l'épisode 1, où en fait, si vous écoutez bien, tous les éléments musicaux vont en générer un autre. En fait, il y a une génération en cascade des éléments musicaux qui donnent véritablement vie au discours musical et qui tissent vraiment une narration qui élève la musique à un rang de personnage. Mais de toute façon, c'est ce qu'est la musique. En fait, fondamentalement, c'est quelqu'un à qui, en fait, le compositeur donne vie, qui va s'exprimer à sa place. C'est-à-dire, il peut mourir, la musique reste. Et en fait, c'est à ça aussi qu'on remarque si le discours musical est cohérent, parce que il peut être froid, il peut être passionné, il peut être en retenue, il peut être excessif, il peut être empathique. Au final, il pourra être comme n'importe quelle personne qu'on pourrait être capable de croiser. Il y a des milliards de personnalités différentes, et de la même manière qu'il y a des milliards de discours musicaux différents. Donc le tout est d'arriver à créer quelque chose de cohérent, à donner vie à quelqu'un de cohérent. Le tout est de savoir si c'est en phase avec ce que l'on veut véritablement raconter, avec le projet artistique. Et c'est pour ça qu'avec Colline, et je conclurai là-dessus, cela a vraiment été une collaboration de chaque scène. C'est-à-dire que elle avait vraiment en tête des moments où il y aurait de la musique et des moments où il n'y en avait pas. Elle a été très ouverte et même assez demandeuse aussi sur mes suggestions, mes propositions. Est-ce que sur cette scène, il y a besoin de musique? Et c'est fondamentalement la première question que je me posais. C'est-à-dire, est-ce que le film n'a pas lui-même déjà trouvé son équilibre? Auquel cas, il n'y a pas besoin de musique. Mais il y a d'autres scènes où Colline a dès le début imaginé une musique. Enfin, imaginé, pardon, une musique. C'est-à-dire sur un cadre précis, elle a laissé l'espace au montage, elle a vraiment laissé la place pour qu'une musique puisse s'exprimer. Et cela donne du coup dans l'épisode une souplesse toute particulière, toute appréciable. Et donc sur plus de 8 mois, il y a eu à chaque scène vraiment une réflexion sur qu'est-ce que la musique va exprimer, et ensuite une confiance qu'elle m'apporte dans la manière de pouvoir le concrétiser techniquement et musicalement. Donc voilà, j'espère vous avoir transmis le plaisir que ça a été de composer cette BO, de vous la faire découvrir, de vous la partager, puisqu'elle est maintenant sur ma chaîne Point de Synchro, et bien sûr le grand plaisir que ça a été de collaborer avec Colline, quelqu'un de très sensible musicalement, très ouverte et surtout très curieuse. Et c'est bien là la plus belle des qualités pour un réalisateur, c'est de pouvoir s'ouvrir à toutes les possibilités qu'un spécialiste peut lui proposer, tout en étant clair avec son projet artistique, ferme sur ses positions, de manière à ce qu'on puisse inventer les solutions les plus appropriées et les plus pertinentes. Et voilà, moi j'espère tout simplement que j'aurai la chance de vivre ça à nouveau. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne découverte de cette BO et de cette série, et à bientôt!